la tisane. Vous voulez un petit bout de cookie? C'est bon. Comment tu fais un cookie vegan sans beurre? T'es pas photogénique dedans. Tu t'es mis à poil dans la neige. C'est l'époque des viandards. Ouais, exactement. L'époque des viandards. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui vous allez écouter le portrait de Laetitia. Laetitia a 31 ans, et avec elle nous avons discuté du maquillage, de celui qui rend joli, ou de celui qui nous cache, de la panthère rose, de Bali et des clichés mange prix M, de fuite et d'emprisonnement, mais aussi, surtout, de courage. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera des expériences violentes et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne victime, comme Laetitia, d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode, ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Oui, ça me plaît d'être une femme. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à la question et je trouve que la chance qu'on a quand on est une femme, c'est de pouvoir être pluriel. On peut être casual, on peut être sexy, on peut être sportive, on peut être intello, on peut être... Enfin, on est moins... J'ai le sentiment qu'on a plus de possibilités que s'exprimer, d'exprimer nos personnalités, notre sensibilité et même l'inverse de la sensibilité, notre courage et tout. Donc ouais, ça me plaît d'être une femme pour ça. Et pour toi, c'est quoi être féminine ? Moi, me suis toujours retrouvée dans la féminité hégémonique, entre guillemets, c'est-à-dire, je me suis très vite maquillée dans le dos de mes parents. Pourtant, j'ai une maman qui se maquille pas, qui s'est quasiment jamais maquillée, mais pourtant, je me souviens que quand j'avais 11 ans, je lui ai piqué son mascara Yves Rocher, et je le mettais en cachette parce que il m'avait interdit de me maquiller, et je crois qu'ils m'ont interdit de me maquiller jusqu'en 4e, un truc comme ça, et du coup, je me maquillais avant de partir à l'école. Et j'ai une grosse période où je me maquillais beaucoup, je mettais beaucoup de noir et tout. Et l'eyeliner que je porte là, que je porte quasi tous les jours, bah ça fait... j'ai commencé, je pense, à me maquiller comme ça quand j'avais 14 ans. Enfin, ça a toujours été un truc qui me plaisait, de pouvoir m'embellir, entre guillemets. Ça a été aliénant quand même à un moment donné, parce que quand j'étais adolescente, c'était une manière de me cacher aussi, je pense. De trop me maquiller, de pas m'aimer au naturel et tout. Et maintenant, je suis carrément plus sereine par rapport à ça, et... J'assume tout à fait de porter du rouge à lèvres rouge avec de l'eyeliner et puis de sortir sans maquillage. Et ça fait du bien d'être en paix avec ça maintenant. C'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi concernant les filles et les garçons, ou la différence entre les hommes et les femmes ? J'ai la chance d'avoir des parents, je pense, qui se sont toujours bien répartis les rôles. Chez moi, c'est mon père qui cuisine. Puis ma mère a toujours travaillé, c'était même elle qui rentrait tard, donc c'est mon père en fait travaillait plus proche et il quittait plus tôt le travail aussi. Je crois qu'à 16h30 il avait fini, donc il pouvait s'occuper plus facilement de ma sœur et moi. Il nous a fait faire nos devoirs, il venait nous chercher à l'école. On a beaucoup joué avec mon père. Enfin, quand on était petite, je pense qu'on était plus proche de lui que de ma mère, qu'on voyait moins forcément avec son travail. J'ai pas eu le sentiment que femme égale faire le ménage, à manger et tout. Non, j'ai jamais grandi avec ça. Bon, après, j'avais quand même le sentiment que comme t'étais une fille, tu te faisais te faire chaperonner. Mon père, quand il m'emmenait dans des fêtes, au tout début où j'allais dans les fêtes, quelquefois il est sorti de la voiture pour aller dans la salle et vérifier qui y avait et tout. Enfin, c'était extrêmement gênant. Et à quel âge est-ce que t'as découvert l'existence de la sexualité ? J'ai un souvenir, mais c'est un souvenir de la honte, en fait. Je pense que c'était avant mes 10 ans. J'avais une peluche. Et donc, du coup, elle avait une grande queue, comme ça, que tu pouvais passer entre ses jambes. Et puis, du coup, on aurait dit un zizi. Et je pense que je voyais des trucs à la télé, en regardant des téléfilms avec mes parents, ou ces moments gênants où il se passe un truc, et tu te dis, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes à ce moment-là pour pas voir ça. Et je sais pas, je pense qu'il y a un truc de mimétisme aussi, parce que effectivement j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était. Juste, je trouve que c'était un truc de grand. Et comme quand t'es petit, t'as envie de grandir vite, et de pouvoir faire des trucs de grande personne, je pense que j'ai essayé de mimer un acte sexuel, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce que t'as fait avec la peluche ? Je me souviens pas. Ah. Peut-être que, tu vois, mon inconscient a dit « Non, tu ne vas pas te souvenir de ça, c'est vraiment sale. » Mais alors que non, tu vois,
Je sais pas. Je pense que j'ai essayé de faire comme si on faisait l'amour, mais en même temps, je me souviens pas ce que j'ai essayé de faire avec la queue de la panthère rose. Hein. Je sais pas. Je me souviens plus. En vrai, je me souviens pas. Je sais que j'ai pas ressenti. Enfin, ça m'a pas. Mon souvenir d'avoir ressenti du plaisir. Avec la panthère rose, n'est pas. Non. La panthère rose est un mauvais coup. Et est-ce que tu te souviens de quand est-ce que t'as découvert la masturbation? Ouais. C'était pas longtemps après, je pense. Je crois que j'avais genre 12 ans, un truc comme ça. Et il y avait un traversin. Et en fait, j'ai découvert tout à fait par hasard, toujours dans ce truc d'imitation, en me frottant contre le traversin, en gros, que au bout d'un moment, ça faisait plaisir. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre. J'ai fait un truc qui ressemble un peu à du sexe, mais je mettais pas le mot sexe dessus, tu vois. Je disais faire l'amour, ou comme à la télé, tu vois. Je crois que le mot sexe, en vrai, quand j'y réfléchis, c'est vraiment venu plus tard, parce que j'ai toujours trouvé que c'était genre vulgaire. Quand c'est marrant, le mot sexe, je trouvais ça un peu vulgaire, je préférais dire faire l'amour, c'était plus romantique. Et oui, du coup, c'est pas tout à fait par hasard, en me frottant contre ce fameux traversin, que j'ai découvert la masturbation, et au bout d'un moment, comme c'était assez facile, je recommençais, souvent, avec toujours cette espèce de culpabilité après... horrible de dire oh là là mon dieu j'ai fait un truc bizarre et faut pas que j'en parle et tout. Et je me souviens que j'en avais parlé à ma cousine. Je me souviens que sa réaction m'avait fait encore plus sentir pas normal. Donc je me suis dit faut pas parler de ça. Et j'ai arrêté d'en parler. Et du coup ce sentiment de culpabilité quand tu te masturbais, tu l'as ressenti longtemps ou t'as fini par comprendre que c'était normal? Non, je l'ai ressenti super longtemps. Ouais, carrément. Et est-ce que tu te rappelles ce que c'était pour toi faire l'amour, du coup, comme tu le disais? Du coup, je me disais que c'était un truc forcément d'amoureux, donc de gens qui sont en couple et qui s'aiment et tout. Un truc un peu romantique, j'avais une image un peu romantique, que c'était dans un lit avec des bougies. Puis en plus, je me souviens, je sais pas qui me disait ça, mais je me souviens qu'à l'époque, on te disait toujours, ta première fois, il faut que ce soit avec quelqu'un de vraiment spécial. Il faut pas que tu t'offres à n'importe qui, ton corps est une espèce de marchandise super précieuse, attention à ne pas te faire salir par le premier venu. Faut que ce soit dans un couple avec quelqu'un qui t'aime et dont tu es sûr que c'est quelqu'un qui t'aime. Et c'est ce qui s'est passé? Non, c'est pas ce qui s'est passé. C'est un peu, je vais le dire parce que c'est un peu difficile pour moi parce que je me suis tue pendant super longtemps. Et la vérité, c'est que je l'ai dit à mes parents il y a quelques semaines seulement, parce que je savais que je viendrais parler dans ce podcast. J'ai été violée par un moniteur de colonie de vacances quand j'avais 13 ans. Alors je considère évidemment pas que c'était ma première fois, mais en ayant intellectualisé le fait que ça devait se passer avec quelqu'un qui t'aime, avec quelqu'un avec qui t'es en couple, etc., là ça balayait d'un revers de main tout ce que j'imaginais. Mais ouais, du coup, j'ai vachement culpabilisé parce que je me suis dit que c'était moi qui l'avais provoqué. Parce que, pour mettre un petit peu de contexte, c'était une colonie en Bretagne qui avait duré 3 semaines. Et il y avait plusieurs monos. Et lui, c'était un peu le mono beau gosse. Et j'étais hyper flattée parce que je sentais que... j'avais l'air de lui plaire, du coup, ça me flattait. Je sais pas quel âge il avait. Lui, je pense qu'il avait une petite 20aine d'années, un truc comme ça, parce que mine de rien, les moniteurs de colo en général sont hyper jeunes. Et moi, on se taquinait pas mal et tout. Et puis le dernier soir, j'avais dansé en slow avec ce moniteur. Et puis à ce moment-là, il m'a dit oui, j'aimerais bien que tu viennes dans ma tente et tout. Enfin, tu l'as jamais vu, que tu vois un peu comment nous on dort et tout. Et j'ai le souvenir d'être sortie avec lui. Je pouvais pas deviner une seule seconde ce qu'il allait pouvoir se passer. Mais après, blackout total. J'ai le souvenir qu'il s'approche de moi et qu'il met ses mains sur mes épaules, et c'est tout. J'ai le souvenir après juste d'être restée tétanisée. Je me souviens de rien, c'est terrible. T'as l'impression que ta propre histoire t'échappe parce que tu t'en souviens pas. Mais pas du tout. Et en fait, j'ai ressenti ça très vite. Et du coup, ça me semblait déjà compliqué de porter plainte parce que j'avais honte. J'avais le sentiment de l'avoir un peu allumé, entre guillemets. Alors que non. Enfin, à 13 ans, on t'allume pas un garçon, quoi. Mais t'avais quand même conscience de ce qui t'était arrivé, tu savais que t'avais été violée? Absolument, ouais, j'avais absolument conscience que c'était ça. Très vite, j'ai décidé avec moi-même que j'allais pas en parler à personne. Parce que j'avais la crainte
qu'on me dise oui, mais comment tu t'es comportée avec lui, puis comment t'étais habillée ce soir-là, et puis comment ça s'est passé pendant 3 semaines pendant la colo. J'avais peur qu'on me considère comme étant responsable, et j'avais pas envie, j'avais pas la force. Du coup, j'avais déguisé ce viol, j'avais dit que j'avais fait l'amour avec mon copain. Et je me rendais pas compte de l'impact que ça avait de dire ça à 13 ans, parce que je me considérais pas comme une petite fille à 13 ans. Et après, ça s'est su vite, je me suis traîné une réputation de salope au lycée, et je crois que je préférais avoir cette réputation-là que d'avoir l'étiquette de la fille violée. Je pense qu'il y avait aussi un côté pour impressionner les garçons. Mon premier vrai copain, avec qui du coup j'ai couché, je pense qu'il s'imaginait que ça allait être plus funky. Parce que j'ai le souvenir de notre première fois où je n'ai rien fait, je pense, à part rester sur le dos à attendre que ça se passe. Et j'angoissais quand même un petit peu de la pénétration parce que j'avais peur que ça me fasse me remonter des souvenirs un peu nuls ou que ça me fasse mal ou je sais pas. Finalement, ça a été, mais j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé ça vraiment nul. Et puis, à aucun moment je pensais à ce qui pouvait me faire plaisir ou pas. Enfin, je me disais, ça doit lui faire plaisir à lui, c'est le principal. J'étais contente que ça m'ait pas fait remonter de mauvais souvenirs. Donc, je me disais, c'est cool parce que je suis pas traumatisée. Donc, je me suis pas plus posé de questions que ça et voilà. Et du coup, t'en as parlé à tes amis ou à tes parents de ta première fois ? Non, parce que comme c'était pas censé être ma première fois... Ah bah oui. C'est vrai. J'en ai parlé à personne. Puisque j'étais censée avoir eu genre 3 ou 4 garçons avant. Je crois que j'avais dit un truc comme ça. Parce que du coup, t'avais inventé d'autres garçons aussi. Oui, génial. Ouais, pour que je pensais que ça allait rendre le truc un peu plus crédible. Parce que tu pouvais pas dire j'ai commencé à faire des trucs à 13 ans et entre 13 et 16 ans, il se passe plus rien. Du coup, j'ai inventé d'autres garçons. Je me suis dit bon, un par an. Plus un autre peut-être, parce que ça fait peut-être pas assez un par an. Je me rendais vraiment pas compte. Et du coup, forcément, j'ai rien dit à personne, j'ai rien raconté à personne. Et alors, quand est-ce que t'as commencé à aimer ça, le sexe ? Avec mon deuxième copain, avec qui je me suis mise quand j'avais 17 ans, je crois. Et qui était très gentil, très à l'écoute. Je me sentais assez bien avec lui parce que il avait à cœur de faire les choses bien, il voulait me faire plaisir, on pouvait parler. C'était plus enthousiasmant, il y avait un truc plus joyeux. Et j'avais besoin de ça. Je pense que j'avais besoin que la sexualité, ce soit un truc joyeux. Et ça se passait très bien. Le seul souvenir que j'ai, qui m'a un peu refroidi, où je me suis dit, oulala, Alicia, tu vas trop loin, j'avais acheté des bas, des 10 meubles, là. Et du coup, c'était avec les premiers portables où t'envoies des photos par MMS, tu vois. Et j'avais donc j'avais mis des bas et je lui avais envoyé juste les photos de mes jambes avec les bas, tu vois, comme ça, avec genre 2 paires de bas. Et c'était même pas pour l'allumer, enfin, si, mais c'était transformé de manière un peu genre, tu peux me dire lesquels tu préfères ? Et il était choqué. Il m'a dit après, genre, ouais, ça j'aime pas trop et tout, c'est un peu trop pour moi, c'est un peu too much. Ah ouais ? Ouais, je m'étais sentie mal. Ah, tu m'étonnes. En plus, je l'avais fait en étant un peu stressée, en me disant ça va lui faire plaisir. Et l'autre, non, mais je suis pas hyper à l'aise et tout. Ah, ok. Donc, bon, bah, très bien, je ne vais pas faire ça. Mais à part ça, ça se passait très bien avec lui. Et j'avais pas le sentiment d'avoir des séquelles de mon viol et tout, mais évidemment, je ne lui en ai pas parlé. Parce que, un peu comme toi, Céline, c'est que j'avais peur de l'étiquette de la fille violée. Vraiment, j'avais super peur de ça et de la fille à problème, du coup. Ce qui était ridicule, parce que quand j'y pense, j'avais peur qu'il pense ça, alors que je lui faisais croire qu'il y avait eu plusieurs garçons avant lui et ça lui posait pas de problème. Alors qu'il y en avait eu qu'un, je lui faisais croire qu'il y en avait eu genre 4 ou 5, c'était ridicule. Et du coup, je l'ai quitté un peu salement. Je suis pas très fière. Je l'ai quitté parce que mon ex, avec qui je suis restée 10 ans, en fait, était revenu pendant l'été. Il était revenu dans la ville où je vivais. C'était quelqu'un qui se donnait beaucoup un genre un peu intellectuel, très différent de ce que les garçons, des autres garçons que je pouvais côtoyer. Il parlait de philosophes dont j'avais jamais entendu parler. Il exerçait vraiment une attraction un peu fascinante. Le fait qu'il s'intéresse à moi, ça me flattait un peu parce que j'avais l'impression du coup que j'en valais peut-être un peu la peine qu'il s'intéresse à moi vu qu'il avait l'air si intelligent. Et je commençais un peu à m'ennuyer dans la relation avec mon deuxième copain
Et donc je commence l'histoire avec mon ex et c'est parti pour 10 ans compliqués. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai déjà cette impression dans le bide qu'il se passait un truc très bizarre avec lui. Et je me suis pas fait confiance. J'écoutais pas mon intuition du tout et je me suis entêtée en sachant bien qu'il se passait des trucs étranges. Quand il était rentré l'été, il était rentré juste le temps de quelques semaines parce qu'il était censé repartir à Aix-en-Provence pour qu'il faisait ses études. Et en fait, il a décidé de très vite se mettre en couple avec moi et de très vite, il a dit je vais m'inscrire à une autre fac et je vais rentrer. Et le premier truc que j'ai trouvé super étrange, c'est que à l'époque, il était en coloc avec un homme qui était plus âgé que lui et qui était homosexuel, et du coup il sortait à l'époque avec un gymnaste, un truc comme ça. Je lui avais dit je vais descendre avec toi dans le sud pour t'aider à déménager. Et il m'avait dit je sais pas, j'ai pas trop envie et tout. Et il finit par me dire non mais en fait écoute Laetitia, je te fais pas confiance, j'ai pas envie que tu vois le copain de mon coloc parce que c'est genre une montagne de muscles, le mec est gymnaste et tu pourras pas me dire qu'il te plaît pas et tout, et j'ai pas envie que tu le vois. Et il a fini par accepter que je vienne, mais par contre j'avais pas le droit de sortir de la chambre quand le copain de son coloc était à l'appart. On va dire les 6 premiers mois de notre relation, parfois il faisait des crises, je me souviens plus, j'ai plus d'exemples en tête. Et souvent il s'excusait, mais avec des trucs que tu rêves de lire quand t'es une fille. Parce qu'en plus il savait bien écrire, c'était quelqu'un de mine de rien assez intelligent et assez brillant. Donc quand il te faisait des déclarations d'amour par texto, des trucs super bien écrits, même quand je les lisais à mes meilleurs amis de l'époque qui savaient comment ils me traitaient, pas forcément très très bien, elle était là en me disant c'est super mignon, c'est trop gentil et tout, enfin il a l'air d'être sincère et tout, même elle au début elle se méfiait pas forcément. Et du coup ça faisait passer la pilule. Mais mine de rien, pendant les premiers mois de notre relation, je me suis dit je vais le quitter. Et je me trouvais tout le temps plein d'excuses. Je disais je vais attendre que Noël soit passé. Je vais attendre, puis je me trouvais toujours à une espèce d'échéance que je repoussais toujours plus, et je pense que ça a permis à ce qu'il installe un certain truc petit à petit de contrôle sur ma vie. Contrôler mon quotidien, contrôler comment je m'habillais, contrôler mes sorties, contrôler mon emploi du temps à la fac. Il m'enfermait tellement que finalement j'avais juste le droit de faire ma maison, la fac, ma maison, et je n'avais même pas le droit d'aller au cinéma avec mes parents, même pas le droit d'aller acheter mes propres fringues, je devais tout commander en ligne parce qu'il n'était pas question que je sorte. Et contrôler mes lectures aussi, c'est-à-dire que j'avais pas le droit de lire ce que je voulais. Il n'était pas question que je lise Sade. Oh là là, on lit pas Sade, ça pourrait me donner des idées. Il y avait à la fois toute cette partie de contrôle, et puis ce qui est aussi important à dire, puisqu'on est quand même sur un podcast qui parle de sexualité, c'est que le sexe avec lui était super contraignant, que j'avais pas le droit de dire non, et qu'il m'avait même dit un truc du genre mais écoute, si t'as pas envie de faire l'amour, t'as qu'à juste te mettre à 4 pattes et puis je me branle et puis c'est tout. Il se plaignait en plus que j'ai pas de désir. Il me disait tu mouilles pas. Il était persuadé que j'avais un problème, et moi aussi j'étais persuadée que j'avais un problème. Et tout se retournait contre moi en fait. Si j'étais pas assez désirante, ça lui allait pas. Si j'avais du désir, il me demandait pourquoi est-ce que j'avais du désir, qu'est-ce que j'avais vu aujourd'hui. Aucun choix n'était bon. Alors il y a quelques fois où j'ai essayé d'y trouver mon compte, et en fait je me rends compte a posteriori que quand j'avais des orgasmes avec lui, c'est parce que j'arrivais à refaire exactement la même chose que quand je me masturbais. Donc ça n'allait pas plus loin. Il aimait pas du tout faire des cunnilingus, et il invoquait la raison. Il me disait t'as un goût de pile. Un goût de pile? Ouais. C'est-à-dire quoi un goût de pile? Un peu alcalin, tu vois. D'accord. Que j'avais un petit goût de pile et que ça le dégoûtait un peu, puis qu'il y avait des trucs comme ça des fois qui sortaient, c'était dégueu et tout. Donc je me dis ok, génial. Donc ouais, il y avait plein de choses qui faisaient que je pouvais pas m'intéresser à la sexualité avec lui. J'avais pas le droit, même une fois, pour dire à quel point il avait peur de la masturbation. C'est que j'étais allongée sur le ventre et il y avait la couette en dessous. Et lui, il était derrière. Et il était persuadé que j'étais en train de me frotter contre la couette. Et il m'a arrêté net, comme ça. Et genre, il m'a saisi par le bras. Il me dit, mais t'es en train de faire quoi, là? Il était pas du tout à l'aise avec l'idée que je puisse prendre du plaisir moi-même. Il y avait ça, et en même temps, il s'y prenait super, super mal. Donc, je m'étais désengagée du sexe, on va dire. C'était pas un truc qui m'intéressait plus que ça. Je pense que ce qui me permettait aussi d'accepter ce qui se passait pas bien dans la relation, c'est que
ça correspondait à l'image que je me faisais de la passion et de l'amour et que j'avais lu dans les livres. C'est-à-dire que y a des grosses disputes et puis après on se retrouve et on s'aime encore mieux après la dispute et que c'est comme ça, on se sent vivant comme ça. Même lui en fait finissait par me le dire, il me disait que j'étais accro à la passion, que j'aimais le conflit, que j'aimais que ça se passe mal, que c'était moi qui provoquais les disputes justement pour pouvoir me trouver dans une situation conflictuelle comme ça parce que ça me faisait kiffer. Je m'en voulais encore d'avoir quitté mon copain si gentil, si mignon. Je me suis dit, bah, tu vois, Laetitia, t'avais quelqu'un de très gentil avec toi, qui était respectueux, et tu l'as quitté comme une merde. Donc peut-être qu'effectivement, t'as envie ce genre de choses, t'as besoin de ce genre de choses pour vivre. T'avais intériorisé que l'amour, ça devait te faire souffrir. Voilà, exactement. L'amour, ça fait souffrir, sinon il y en a pas. C'est ça. Et c'est effectivement la représentation qu'on a des relations hétérosexuelles dans les livres où ça se passe jamais bien. Une histoire d'amour, quand c'est une belle histoire, une vraie histoire d'amour, quand les gens ils s'aiment vraiment, soit c'est impossible, soit ça se finit mal. Et du coup, c'est vrai que lui représentait à la fois cet amour-passion et à la fois le côté romanesque que j'avais dans les livres, parce que comme c'était quelqu'un d'un peu lettré, qui écrivait bien et qui en jouait, on va pas dire que j'avais le syndrome Bovary, mais j'avais cette espèce de d'avoir ces trucs d'être un peu une héroïne de roman et que j'avais aussi au fond de moi espoir que ça change parce que il s'excusait souvent et qu'il m'a souvent dit au début qu'il avait conscience que il faisait mal les choses avec moi et il me trouvait toujours des excuses, je me souviendrai plus ce qu'il me disait exactement, mais il me trouvait toujours des excuses et il m'embrouillait en fait parce qu'il maniait si bien les mots. Et il avait l'air si intelligent que je me sentais pas de faire le poids face à lui, en fait. Et ça nous a emmenés jusqu'à 6 mois de relation où on se disputait déjà beaucoup pour rien. Et parfois, j'avais l'impression qu'il prenait conscience, qu'il me faisait vivre des trucs, mais pas du tout normaux. Et parfois, il tenait le discours en disant que c'était moi, en fait, qui le provoquait, que c'était moi qui faisais naître en lui ces réactions. Et que si il me faisait plus confiance... En fait, il avait pas confiance en moi. Notamment avec cette histoire de j'ai commencé à coucher avec des garçons à 13 ans. Et du coup, j'ai fini par lui dire que j'avais menti. Donc la première personne à qui j'ai raconté que j'avais été violée, c'est à mon ex. Il avait l'air presque rassuré, quoi. Genre, je préfère qu'elle ait été violée plutôt qu'elle ait eu une sexualité jeune. Et ça n'a pas calmé sa jalousie. Donc un soir, on se dispute, pour arranger les choses, je me dis on va essayer de parler calmement en vrai. Et donc du coup, je vais chez lui et il sort de chez lui et je sors tout de suite de la voiture et en fait, je vois genre qu'il me roule, il était prêt à me rouler dessus quoi. Et je sais qu'il l'aurait pas fait, mais je me dis mais en fait, là, je pense que je prends conscience au bout de 6 mois qu'il est vraiment taré. Les quelques amis qui me restaient, il y en avait un qu'on avait en commun. Et ce soir-là, c'est chez lui que j'ai été me réfugier parce que je me sentais désemparée. Je savais pas, en fait, souvent, je savais pas quoi faire face à cette attitude. Donc, je vais chez lui et on discute et il me dit, écoute, éteins ton téléphone, il va se calmer. Il avait absolument aucune idée de comment était son pote, je pense. Donc, il s'imaginait pas me donner un mauvais conseil en me disant, écoute, éteins ton téléphone, respire un peu, on va discuter et tout. Et en fait, mon ex tombe, je pense qu'il a fini par essayer de rentrer en contact avec moi, mais j'avais mon téléphone qui était éteint, il a vu que ma voiture n'était pas garée devant chez moi. Donc il a dû se dire, bon, je vais aller voir là où elle a l'habitude d'aller. Et du coup, il est tombé, soi-disant, un peu par hasard sur ma bagnole. Et là, en fait, il appelle notre ami en commun. Je le vois décrocher. Il me dit, c'est lui, il est en bas, il veut que tu descendes. J'avais pas envie en fait. J'avais l'impression de me sentir acculée et il m'a pas dit reste. Il m'a juste raccompagnée en bas et là poker face total de mon ex qui fait comme si ça allait. Et au moment du coup où il referme la porte d'entrée derrière et qu'on marche jusqu'à la voiture et tout, il me dit mais tu vas me le payer, je vais te tuer. Du coup je suis montée dans la voiture parce que j'ai eu le sentiment que j'avais pas le choix. Donc il roule, je sais plus ce qu'il me dit exactement dans la voiture et tout, je sais qu'il me claque la tête contre la portière, et c'est la première fois qu'il est violent physiquement.
bout de, je sais pas, je pense qu'on a roulé 15-20 minutes. Il trouve un chemin de campagne. Et en fait, il appelle une de ses copines d'internet, une meuf qu'il a jamais vue en vrai, je crois, ou peut-être quelques fois, mais on s'en fiche, pour lui raconter ce qu'il va me faire. Et donc il est au téléphone avec elle en disant cette salope, elle a été chez, il dit le nom de notre ami en commun, elle va me le payer, c'est vraiment une grosse pute. Enfin, il est super vulgaire. Et il fait le tour de la voiture et il ouvre la portière et en fait il me tire pour que je sorte. Et là il me demande de baisser mon pantalon. Je crois pas avoir fait de la résistance, donc je baisse mon pantalon et j'enlève pas ma culotte. Et là, il me dit, en fait, qu'il veut que je retire complètement mon pantalon et complètement ma culotte. Donc, je le fais. Il prend ma culotte, il la jette. Et en fait, il me demande de me pencher. Il me dit, vas-y, mets-toi à quatre pattes dans la voiture. Et donc, je le fais. Et là, il me met 1 ou 2 doigts dans le cul, je sais pas. Et il fait des mouvements de va-et-vient comme ça, et en étant au téléphone avec sa pote, en lui disant là je suis en train de lui mettre des doigts dans le cul, elle aime ça cette salope et tout. Je sais qu'après il m'a poussé dehors en me demandant de remettre mon pantalon. Et là j'avoue je me souviens plus exactement, mais en fait ce qui est important à dire c'est que pendant tout ce qui se passait, je me disais si je survis, parce que je me disais vraiment qu'il allait finir par me tuer, quoi, qu'il allait jamais accepter que je rentre, et avec du coup la possibilité que j'en parle. Mais tout le temps où je vivais ça, je me disais je vais le dire à mon père. Et je me suis accrochée pas mal à cette idée de justice, de me dire il va payer pour ce qu'il a fait, c'est atroce ce qu'il est en train de faire et tout. Et je sais pas combien de temps ça a duré, mais en fait sa voiture n'avait plus de batterie, donc il a été obligé d'appeler son père. Son père est venu pour recharger la batterie. Il a rien dit, etc. Il m'adressait quasiment jamais la parole parce qu'il voulait pas que je parle avec ses parents. Et évidemment, après ça, je pense qu'il a eu conscience de qu'il avait pété les plombs. Et moi qui m'étais dit, pendant tout le viol, je m'étais dit je vais rentrer, je vais en parler, bah évidemment, il m'a pas ramené chez moi. Donc, il a roulé jusqu'à chez lui et il m'a enfermée dans sa chambre pour me laver le cerveau. C'est-à-dire qu'il m'a dit j'ai conscience que j'ai dépassé les bornes, mais t'avais pas à aller chez lui, moi je te fais pas confiance, qu'est-ce qu'il me dit, parce qu'en fait comme il justifiait son viol en me disant je suis persuadée que t'as couché avec lui, qu'il s'est passé un truc, et j'avais beau lui dire non, il s'est rien passé, il se passera jamais rien, il me croyait pas, et donc il m'avait dit écoute je ne veux plus que tu lui adresses la parole, donc je vais écrire un message et tu vas lui envoyer. Et du coup, le message disait en gros que j'avais plus envie d'avoir de contact avec lui, etc., etc. Et à côté de ça, il s'excuse, il est aux petits soins avec moi, et je pense qu'il a conscience qu'il a largement dépassé les bornes, et il me dit et moi je vais faire attention, je te promets, ça ira. Et quand je rentre chez moi, alors que quelques heures avant, j'étais convaincue que j'allais parler à mes parents, à mon père surtout, bah je me tais. Peut-être que j'ai eu envie aussi de lui donner une deuxième chance. Enfin, les gens manipulateurs, c'est des gens intelligents. Du coup, ils trouvaient toujours les mots pour faire passer la pilule. Et après, globalement, c'était quand il pétait les plombs très fort comme il avait fait ce soir-là, c'était rare. Ça n'arrivait pas toutes les semaines ou tous les mois, ou voilà. Mais il y a eu au moins chaque année un gros truc suffisamment marquant pour que je m'en souvienne. Je saurais pas faire la chronologie et c'est pas très important, mais le fait est que le quotidien avec lui était très lourd parce que j'avais plein d'interdits à respecter et que, comme une idiote, je les ai respectés parce que j'étais persuadée qu'en lui montrant que j'étais obéissante, mais il pourrait me faire confiance, et j'étais persuadée qu'en fait, à terme, il allait finir par lâcher du lest et me laisser retrouver une vie normale. Il faisait tout pour essayer de contrôler ma vie. Tout pour essayer de contrôler comment je devais être, ce que je devais dire. La culpabilité sur la masturbation ne s'est pas arrangée évidemment avec lui parce que j'avais pas le droit de le faire, alors que lui il le faisait. Lui il avait en fait il m'avait raconté qu'il avait une technique
et que plein de garçons le faisaient, donc fallait pas que je fasse ma mijaurée en gros, et que c'était pas anormal, mais qu'en gros il avait un trou dans sa poche, et que parfois il allait se chercher un McDo et il se branlait sur la serveuse en regardant la serveuse en attendant qu'elle serve sa commande. Il m'a même obligée à participer à ça en le monnayant contre un dîner pizza en regardant le coucher de soleil sur la mer. Il m'avait dit en échange de ça, j'aimerais que tu sois avec moi pendant que je sors dans la rue avec mon appareil photo pour filmer des filles dans la rue. Et j'avais pas le sentiment de pouvoir dire non. Donc ma présence était censée un peu rassurer les filles, et en fait ils me filmaient sous leur jupe ou filmaient de très près leurs fesses. Et après en fait on rentrait, ils m'obligeaient à le masturber en regardant ces vidéos. Donc plein de petites choses comme ça et des petites humiliations parce qu'il y allait toujours de son commentaire sur les autres qui sont mieux, souvent plus jeunes, qui ont plus de seins, qui ont des fesses plus rebondies. Et les autres femmes, du coup, il me mettait beaucoup en rivalité avec elles. Donc il m'a trompée. Au bout de 7 ans. Au bout de 7 ans, il a été ailleurs. En fait, c'était un peu particulier parce que lui, il considérait qu'on était en train de faire une pause et que c'était pas du coup, il m'avait pas vraiment trompée. Alors que, genre, il avait décidé sur un coup de tête de me dire écoute, c'est fini maintenant. Et puis, moi, j'avais un peu insisté parce qu'il y avait une espèce de blessure narcissique aussi. Et non seulement c'est dur, en fait, d'entendre quelqu'un qui te dit qu'il t'a trompé et qu'il est quand même là en voyage, parce que j'avais organisé un petit voyage, un petit week-end en Europe pour nos 7 ans. Et il me l'annonce là-bas. Et en fait, il a pas arrêté de me comparer à cette nana. Et ce qui était un peu étrange, c'est que j'avais eu un regain de désir pour lui parce que je me sentais... j'étais à la fois partagée entre la colère et le désir. Et en fait, c'est à ce moment-là aussi pas mal où on s'est insulté pendant qu'on faisait l'amour. Enfin, faire l'amour, c'est un bien grand mot avec lui, mais quand on couchait ensemble, on s'insultait. Et j'étais persuadée que j'aimais ça, en fait, les insultes, que c'était un truc qui me faisait kiffer et tout. Et en fait, maintenant, je me rends compte que pas trop. C'était un exutoire, clairement. Je pense que si ça me faisait autant kiffer, c'est parce qu'il y avait beaucoup de violence en moi et que c'était le seul moyen de l'extérioriser. Et on est rentré de ce voyage et il m'a dit je vais continuer à la voir, j'ai envie de la voir et tout, mais en même temps, j'ai envie d'être avec toi. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a sorti tout un discours en me disant que les hommes étaient pas faits pour être monogames. J'ai très très mal vécu, au point où j'ai même été voir ma médecin généraliste pour lui demander des antidépresseurs parce que j'arrivais plus à dormir la nuit et tout, j'étais vraiment pas bien. Il disait des choses sur mon corps qui étaient difficiles, j'ai entendu des trucs du genre t'as tellement pas de seins que je chante tes côtes, ou t'as tellement pas de seins que le jour où t'auras un gosse, il crevera de faim. Donc c'est difficile à entendre des trucs comme ça sur une partie de ton corps où tu complexes déjà parce que t'as l'impression... Ça a été toujours un truc qui m'a complexée, de me dire j'ai des fesses, j'ai des hanches, j'ai des cuisses, mais j'ai pas de seins. J'avais toujours eu l'impression que j'avais un haut qui allait pas avec le bas de mon corps. C'était con. Maintenant je me réconcilie, mais c'est difficile d'entendre ça. Donc je pense qu'à la fin de notre relation, c'était une accumulation de plein de choses qui me révoltaient. Et je pense que je me suis mise en colère... progressivement. Et du coup, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Quand est-ce que tu t'es dit je vais le quitter ? Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est que j'ai décidé d'aller voir une psy que j'ai vue pendant 2 ans. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que je racontais mon histoire à voix haute à quelqu'un qui n'était jamais dans le jugement. Je pense que c'est important quand on vit ce genre de situation... Même si on n'a pas envie de tout raconter parce que c'est difficile, parce que ça nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes aussi, on se dit bah ouais, on est coupable, ce serait si facile de sortir de cette situation en partant. Mais sauf que c'est pas aussi simple, donc c'est important d'être à l'écoute. Si on a des amis qui vivent ce genre de choses, c'est important d'être à l'écoute, sans jugement, avec patience, et de pas laisser tomber, parce que on se sent déjà seul. Donc si on n'a pas d'amis à qui raconter ça, c'est difficile. Mais j'ai quand même ressenti le besoin d'aller voir une psy parce que il mettait tellement dans la tête que c'était moi qui faisais capoter la relation que j'étais persuadée que c'était moi qui créais cette violence en lui et que peut-être que j'avais un problème. Donc quand tu vas voir une psy, c'est parce que tu te dis qu'il faut que tu règles toi tes problèmes ?
Ouais, c'est ça qui est le plus drôle. Donc, et évidemment, c'est pas le tournant qu'a pris la thérapie. Bah oui, heureusement. Mais je me souviens que les premières séances, je sortais de chez elle et j'étais en colère. Elle m'a fait parler de plein de trucs. En fait, je me concentrais vachement sur nos disputes. J'allais la voir en disant, cette semaine, on s'est disputé pour ça, j'en ai marre, je le comprends pas. Et je me souviens d'un truc qu'elle m'a dit, ça m'a beaucoup marqué. Elle m'a dit, mais arrêtez d'essayer de le comprendre parce que c'est pas logique. Sa façon de fonctionner n'est pas logique. Donc, elle m'avait pas dit le mot fou, mais je me souviens, j'ai beaucoup lu Kundera. Mais je vais pas parler de ça, mais ce serait intéressant parce que c'est quand même un auteur assez sexiste. Mais et Kundera je crois que c'est dans Risible Amour, il a un personnage qui est un peu fou. Et finalement, ce qu'il dit dans son texte, c'est que essayer de dialoguer avec un fou, c'est devenir fou soi-même. Et j'ai fait le lien un peu toute seule. Elle a pas vraiment utilisé ce terme-là parce qu'elle était pas dans le jugement, mais moi-même j'ai réalisé que essayer de comprendre un fou, mais je pouvais pas comprendre le raisonnement, je pouvais pas comprendre la folie. C'était pas possible. Donc à partir de ce moment-là, j'ai capté, je pense, que j'étais pas responsable. Et je pense qu'elle m'a été d'un grand soutien aussi parce que c'est vers la fin de la séance, parce que en fait ça s'est terminé parce qu'elle a changé, elle était mutée ailleurs. Et ça tombait à quelques mois de mon déménagement, parce que je devais partir définitivement de chez mes parents et vivre avec lui dans un appartement. J'imaginais que ça allait s'améliorer. Du coup, j'ai continué à voir ma psy jusqu'à ce que je déménage. En fait, je lui ai beaucoup parlé de mon projet d'aller faire un volontariat à Bali. Et quand j'en parlais à mon ex, évidemment, il me disait si tu pars, en plus c'est une île, donc tu vas avoir des mecs en maillot de bain bien gaulés partout et tout, tu vas être super loin sur un autre fuseau horaire et tout. Et il m'avait dit si tu le fais, je te quitte. Et je me souviens, du coup, j'avais parlé de ce projet à ma psy qui m'avait dit du coup, vous avez l'impression d'avoir besoin de vous éloigner physiquement de lui pour pouvoir vous éloigner de lui tout court. Et j'avais pas du tout pensé les choses comme ça. Parce que je l'ai pas fait dans une démarche pour essayer de le quitter. Je l'ai fait dans une démarche totalement personnelle pour essayer d'être mieux avec moi-même, pour vivre un truc toute seule. Puis j'avais envie de le faire, donc je me suis inscrite en fait en rentrant. Et donc je pars à Bali. Et en fait sur place, il me casse les pieds. Mon premier week-end, je vais à Guilière. Et le premier jour, je vais faire du snorkeling et je vois tous les poissons non émaux, je nage avec des tortues, je croise un baleinier avec qui je nage et tout. Et en fait, je me suis sentie tellement bien et libre. J'avais peur, en fait, en partant à Bali, j'avais peur de me sentir super seule et de m'ennuyer. Et en réalité, je me suis rendu compte que je me suffisais à moi-même. Et c'était une impression incroyable et super libératrice de me rendre compte que je pouvais vivre des choses toute seule, cool, et que j'avais pas besoin de lui pour les vivre. Et qu'au-delà de ça, même, il me gâchait la vie. Parce que quand je suis rentrée à l'hôtel, je lui ai envoyé un message en lui racontant ma journée, en lui disant c'était génial et tout, j'ai fait le tour de l'île à vélo. Et en fait, il en avait rien à foutre. La seule chose qui l'obsédait, c'est qu'il avait été sur Instagram, il avait tapé sur la géolocalisation guinéenne, il avait vu qu'il y avait des mecs bien gaulés en maillot de bain et tout, il m'avait envoyé en me disant lui tu l'as pas vu et lui tu l'as pas vu. Il était obsédé par ça. Et je lui ai dit, écoute, moi ça m'intéresse pas et je veux pas que tu me gâches mon séjour. J'ai mis de l'argent pour venir là, c'est hyper important pour moi. Donc on va plus parler du séjour en fait. Et c'était la première fois que je lui disais un truc comme ça. Et je me sentais libre et je me disais de toute façon il peut pas me faire de mal. Je suis loin. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Il peut rien me faire. Donc c'était génial. Franchement, c'était une expérience incroyable. Et puis évidemment, ça fait grandir de voyager toute seule. Et puis j'ai rencontré là-bas une américaine, une parfaite inconnue qui vient me voir au petit déjeuner. J'étais sur la péninsule de Bukit là, et elle me dit si vous voulez, j'ai un chauffeur et tout, on peut aller à Uluwatu toutes les deux et tout. Et du coup, j'ai passé les deux jours de mon week-end avec une parfaite inconnue et qui m'a filé un paréo en me disant que les choses devaient circuler, l'amour devait circuler. Enfin, c'est hyper cliché. J'ai l'impression de raconter un truc de Mange-Prix M, tu vois, mais c'était ça. Et cette île, elle a joué un rôle incroyable que je pouvais pas sous-estimer. Et mon ex m'avait même dit, j'espère que tu vas pas revenir en étant un peu hippie et tout. Et je suis pas revenue en étant hippie, mais je suis revenue en me rendant compte que j'étais bien toute seule. Et par contre, il est venu gâcher un peu la fête, évidemment, puisque en rentrant, il me dit finalement je veux pas vivre avec toi. Donc j'ai un peu mal réagi, j'ai essayé de lui faire changer d'avis.
très bizarrement, alors que je venais de rentrer de Bali, me rendre compte que j'avais pas besoin de lui, mais enfin j'étais encore dans cette espèce d'entre-deux. Et donc on a vécu ensemble 6 mois pendant lesquels ça a été... on dormait pas ensemble, il avait une pièce rien qu'à lui où il sortait quasi jamais, on mangeait pas ensemble, il prenait ses repas devant son ordinateur, je mangeais toute seule devant le mien, on partageait rien, on avait un salon avec une table de 6 personnes, elle servait à rien. Il m'a frappé plusieurs fois en étant là-bas, et du coup je me sentais vachement en danger et super vulnérable, parce que autant avant, quand ce genre de choses arrivait, je me disais que je pouvais me réfugier chez moi, chez mes parents, où j'étais en sécurité. Là, je me disais, je suis sur le même toit que lui. Sur un coup de tête, on décide d'aller en Islande. 12 jours pendant lesquels la beauté du paysage contrastait avec la façon dont ça se passait entre nous. C'est un voyage que j'ai adoré ce pays, mais ça s'est passé avec lui de manière assez terrible. Et notamment parce que je m'attendais pas à ce que sur une île où il y a plus de moutons que de personnes, il allait quand même être obsédé par les autres, notamment les filles. Et puis il m'a frappé aussi, il m'a une fois même demandé de rester assis sur une chaise dans une guest house. Enfin, il m'avait giflé, craché dessus, je sais plus pour quelle raison, etc. Mais il avait encore une bonne raison. Et j'en avais marre en fait. J'étais arrivée à un point où je saturais complètement. Et puis il y a eu ce moment où on était sur la Black Beach, qui est une plage qui est connue pour ses colonnes de basalte, là qu'on voit dans le clip de Bon Iver. On nous avait bien alerté sur le fait qu'il fallait pas trop s'approcher de la mer parce qu'elle était dangereuse, les vagues étaient surprenantes. Et on était pas tout à fait au bord, mais pas loin, et j'avais mon appareil photo entre les mains. Et il me pousse, et j'ai eu très peur de tomber avec mon appareil photo, et je me retourne, et là, littéralement, je pète les plombs. Et je me mets à lui courir après, alors qu'il y avait plein de monde et que je suis plutôt quelqu'un de pudique. Je lui cours après et je me mets à lui mettre des coups de pied, des coups de poing. Je suis super fâchée. Je me fiche, en fait, j'ai l'impression qu'on est seul au monde sur cette plage, et lui, il rit super nerveusement et il me dit « Mais t'es une hystérique, t'es vraiment une hystérique finie ». Et j'ai l'impression de lui donner raison à ce moment-là, que je suis vraiment folle. On rentre... On est fin mars, et courant du mois d'avril, je reçois un mail d'une célèbre agence de voyage qui me propose un blog trip avec plein de blogueurs que je connais déjà, que j'aime bien, en Égypte. Et chacun peut venir avec son conjoint. Donc évidemment, mon ex était genre comme un dingue, il me disait « Oh, génial » et tout. Et en fait, ça tombe un week-end où il est pas disponible. Il est super fâché, je pars quand même. Donc je pars en Égypte avec des blogueurs qui viennent tous en couple. Et moi je suis donc la seule célibataire, entre guillemets. La seule autre personne qui vient seule, c'est la personne de l'agence de voyage. Cette personne qui nous accompagnait m'a plu. Il s'est rien passé, mais je me suis dit j'aimerais bien le revoir après. Et ça a été pour moi super évident, un espèce de gros déclic, où le fait de voir des couples qui étaient tous heureux, et puis de voir que je vivais vachement bien ce voyage, et que s'il avait été là, ça aurait été une autre chanson. Je me suis dit, là, ça peut pas être comme ça toute ma vie. Ça peut pas être comme ça toute ma vie, et puis je peux pas avoir envie de voir un autre garçon en étant déjà en couple. Et du coup, pour la première fois de toute notre histoire, sa peur des hommes s'est retournée contre lui, parce que je l'ai appelé. Vraiment, tout de suite, j'ai atterri, je l'ai appelé 2 heures après en lui disant « Écoute, je voudrais qu'on discute ». Je pense qu'il a vite senti que cette fois c'était la bonne. Donc tout de suite il s'est mis dans une position mais on peut en discuter, je comprends que on va refermer ce chapitre de notre histoire, et je te promets que je vais aller me faire soigner. Et il m'envoyait des photos pour me prouver qu'il prenait rendez-vous pour aller voir un psy, et je lui ai dit non, mais cette fois j'ai le déclic, et je lui ai dit écoute, je suis encore chez mes parents jusqu'à telle date, et je veux que quand je rentre à l'appart, il n'y a plus tes affaires. En fait, je pense que j'ai profité de cet élan et que je voulais pas le voir. Je voulais pas qu'il me retourne l'esprit, qu'il essaie encore de m'embrouiller. Au moment où je lui ai dit, j'ai raccroché et je me suis sentie légère comme jamais. J'avais le pouvoir et j'avais pas de doute. J'étais pas mal, en fait. J'étais triste, évidemment, parce qu'il a cherché à ce qu'on discute. Donc j'ai accepté. Je lui ai dit, écoute, moi je veux pas te voir parce que je veux pas que tu me frappes et tout. Il m'a dit, je te promets, elle était à moitié en train de pleurer, je te promets, je te frapperai pas et tout. Ça me fait de la peine que tu penses ça. Et donc j'ai accepté qu'on se voit. Ça, il m'a pas frappé. Et je me souviens qu'on s'est pris dans les bras. C'était pas triste pour moi.
En fait, j'étais triste pour lui. Après la rupture, j'ai mis un certain temps à réaliser déjà qu'il m'avait violée. Plusieurs fois. Certaines fois, oui, j'arrivais à... Parce que c'était très violent. Il y avait des fois où c'était vraiment très violent. Il y a eu des viols où je pleurais et il continuait quand même. Il y avait des viols comme ça qui étaient tellement violents que j'arrivais à mettre le mot viol dessus. Mais il y avait des choses beaucoup plus insidieuses qui pourraient parler à plus de personnes parce que juste, parfois, je disais non et il boudait et il pouvait être hyper relou. Et à force, je me laissais faire. Et ça, je trouve que c'est aussi du viol. De faire du chantage à quelqu'un contre du sexe, c'est pour moi une forme de violence parce que un oui n'est pas un oui franc. C'est un oui de bon bah de toute façon j'ai pas le choix donc ouais c'est vraiment après où j'y ai pas pensé tout de suite parce que j'ai pas voulu replonger trop vite dans mes souvenirs et tout, j'avais besoin de souffler et d'aller de l'avant, mais c'est vraiment qu'il y a pas si longtemps que j'ai commencé à me dire mais combien de fois il l'a fait et ça me donnait le vertige. Le nombre de fois dont je me souvenais, et il y a probablement plein de fois dont je ne me souviens pas. Je me suis bien rendu compte que en fait j'étais dans une situation d'enfermement et en lisant des articles au sujet du syndrome de Stockholm, je me suis rendu compte que j'avais probablement ressenti ça. Au début, il y avait la fascination de son personnage, quelqu'un de très intelligent et tout, et puis après il y a eu l'empathie pour son histoire, et c'est ça qui m'a fait, je pense, tenir. C'était toujours lui trouver des excuses et d'avoir de la peine pour lui, de faire passer ce que je ressentais après ce que lui pouvait ressentir, de me dire que c'était lui qui était prioritaire et on en revient à ce que je disais, c'est que j'allais finir par le soigner, que j'allais finir par l'aider à aller mieux. Et une fois que t'as pris conscience de tout ça, est-ce que t'as eu envie de porter plainte contre lui ? Non, parce que j'ai pas le sentiment d'avoir besoin de ça pour avancer. Je porte pas plainte aussi parce que j'ai pas envie de me remettre dans cette histoire, de devoir avoir des contacts avec lui d'une manière ou d'une autre. Parce que pour être tout à fait sincère, j'ai évidemment peur que le fait de raconter mon histoire, ça se retourne contre moi, qu'il écoute et qu'il m'écrive pour me dire des trucs du genre t'aurais pas dû faire ça, ou je sais pas. Effectivement, la peur, elle est un peu là, mais je l'affronte et puis je suis pas toute seule, donc c'est ça qui est rassurant aussi. Si jamais il t'écrivait et qu'il proférait des menaces. Ouais. Oui, là clairement, si aujourd'hui il m'écrivait pour me menacer, ouais, là clairement j'irais porter plainte. Ouais, là j'hésiterais pas. Parce qu'il n'est pas question qu'il essaie... Il m'a déjà fait chier comme ça pendant 10 ans, il n'est pas question qu'il me fasse chier ne serait-ce qu'une semaine de plus. Donc oui, là j'hésiterais pas une seule seconde. Et maintenant que tu t'es affranchie de tout ça, aujourd'hui comment tu te sens et quel est ton rapport à ton corps ? Alors ça fait 2 ans et demi bientôt que c'est derrière moi et je suis assez impressionnée par ma capacité de résilience parce que j'ai pas été traumatisée plus que ça. J'ai le sentiment que, mine de rien, mon corps, ça va. Même si, par exemple, sur les seins, étant donné d'avoir entendu que tous les hommes aimaient les gros seins, que j'avais pas assez de seins, etc., forcément, c'est un endroit de mon corps où j'ai pas mal d'insécurité. On m'a tellement mise en compétition avec les autres, j'ai plus envie d'être en compétition avec les autres femmes. Pour moi, c'est hyper important la sororité pour plein de raisons. Donc j'ai pas envie de subir ça, ce capitalisme du corps un peu. Donc tout ça m'aide. Et puis mine de rien, l'homme avec lequel je suis aujourd'hui me détend vachement sur plein de choses. Et je me fiche que son corps soit parfait, je me fiche que le mien soit parfait. Et c'est pas ça qui fait qu'on est heureux. Donc ça va mieux. Tout à l'heure, tu nous disais que la relation précédente t'empêchait de te masturber. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une pratique que tu as pu reprendre ? Alors un peu, mais c'est un peu comme dans ton épisode à toi, Margot, c'est que j'ai du mal à prendre du plaisir toute seule parce qu'à un moment donné, je me rends compte que je suis toute seule. Dans un premier temps, ça me fait du bien de le faire à deux et de voir ça comme un espace, la récréation des adultes. Et je trouve que c'est de vivre la sexualité comme un truc un peu joyeux et ludique.
ça me la rend beaucoup plus désirable. Et dans ce terrain de jeu, est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à demander à ton partenaire et des choses que tu arrives à lui refuser? Oui. Je commence... ça a mis du temps quand même. Hein. Ça n'est pas venu tout de suite. Mais de plus en plus, j'arrive à savoir ce qui me fait plaisir et à oser le demander sans avoir peur de passer pour une salope ou une dévergondée ou j'en sais rien. Et là-dessus, ça va mieux et je sens que c'est très progressif et ça me va. J'ai pas du tout envie de brûler les étapes, donc c'est bien comme ça maintenant. Et des 5 sens pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à ta sexualité? Alors, en choisir un seul, c'est difficile. J'en ai 2 sûrs. Le toucher et la vue. Et c'est important que je dise la vue. Parce que mon ex me disait par exemple qu'il était super gêné si je regardais son sexe me pénétrer. Et il me disait ouais t'aimes ça, les trucs en gros plan, tout ça. Donc ça me gênait vachement et je fermais les yeux. Et en plus si je fermais les yeux, il me disait mais peut-être que tu penses à un autre mec et tout. Enfin bref. Et avec mon copain actuel, au début j'ai eu vachement de mal à ouvrir les yeux, à le regarder. J'étais gênée. Au fur et à mesure j'ai réussi à les ouvrir, à même me rendre compte que j'aime pas faire ça dans le noir, par exemple. J'ai besoin de le voir. Ça, et le toucher aussi. J'étais pas hyper à l'aise au début de le toucher parce que, pareil, mon ex, j'avais pas forcément trop le droit de le toucher comme je voulais. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin du toucher et de la vue. Et aujourd'hui, est-ce que tu reprends du plaisir et est-ce que t'as des orgasmes? Ouais. Ouais, des trucs assez faux où tu dis putain mon corps est incroyable en fait. C'est dingue et c'est cool. Et du coup là tu nous dis que t'es de nouveau avec quelqu'un. Est-ce que ça a été facile pour toi de te relancer dans une nouvelle relation? Étonnamment oui. Sans que je m'y attende et sans que je le cherche. Puisque après la rupture, j'avais besoin je pense de savoir à qui je pouvais plaire. Et j'ai eu envie d'essayer Tinder sans chercher l'amour ou une relation sérieuse, ça m'intéressait pas. Enfin, c'était pas ça que je cherchais. J'ai passé, je crois, 2 semaines sur l'appli et j'étais à ça de la désinstaller. Je me souviens, j'avais raconté à ma sœur, mais c'est vraiment une appli, il y a que des tocards là-dessus. Et puis, je me dis quand même que je vais faire un dernier tour pour voir avec qui j'ai matché. Et là, je vois que mon copain m'a super matché là, l'espèce de petite étoile là, et je me dis mais en plus il est mignon et tout et je me souviens que j'avais mis un truc dans ma description, j'avais mis si tu aimes les animaux entre parenthèses mort dans ton assiette ça ne compte pas, n'hésite pas, je sais plus enfin j'avais fait un point de n'hésite pas à m'écrire si et ne m'écris pas si, et ça avait bien marché pour éloigner les relous. Et lui m'écrit, ta description me donne beaucoup envie de t'écrire, je sais plus. Et en fait, on a vachement bien discuté de tout et de rien. Je me souviens qu'on parlait de surf, de fat bike dans les montagnes et tout. Enfin, c'était trop bien. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de trucs, passion pour la nature et les activités en extérieur. Et très vite, il m'a proposé qu'on se voit. Et puis, le feeling est tout de suite passé. Et en fait, je me posais même pas de questions, je me laissais porter par le truc. Et juste de me sentir bien avec un garçon, c'était un sentiment assez fou. Et puis je voyais que c'était quelqu'un de gentil. Je me sentais bien avec lui. C'est con, mais j'attache un peu de l'importance à l'orthographe, ce genre de truc. Et je m'étais rendu compte qu'il faisait vachement bien l'accord de l'auxiliaire à voix. Et ça a été super naturel. Et j'ai la chance aussi d'être tombée sur un garçon incroyable parce que il me donne aujourd'hui l'opportunité d'être la personne que j'ai envie d'être. Et puis forcément, je dois me chercher aujourd'hui un peu, essayer de me connaître, puisque j'ai pas pu le faire pendant 10 ans. Et il me donne la latitude possible pour le faire. Et ça, c'est génial d'être en couple avec quelqu'un qui nous laisse être la personne qu'on a envie d'être. Tu lui as raconté toute ton histoire? Ouais, très vite. Très très vite. Je crois que je lui ai dit au 3e ou 4e date parce que j'avais trop peur qu'ils se disent que j'étais une fille à problème. Donc j'ai voulu tout de suite lui raconter. Je lui ai raconté mon premier viol. Je lui ai raconté mes 10 ans compliqués avec mon ex. Et il est resté. Et je me sens même que quand je lui ai raconté, il avait un peu les larmes aux yeux. Et ça m'avait vachement touchée. Et ça m'a rassurée. Je me disais qu'il fallait que j'écoute mon intuition. Et mon intuition, c'était d'y aller. Et je voulais pas trop me poser de questions. J'avais forcément peur de me casser les dents et tout. Mais j'ai bien fait.
d'écouter mon intuition cette fois. C'est-à-dire que autant avec ton ex, ton corps, il t'avait fait ressentir qu'il fallait pas y aller, que t'étais angoissée, que t'étais pas bien, et là c'était tout l'inverse, quoi. Exactement, ouais. Franchement, je crois pas au destin, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, parce que lui aussi s'était séparé seulement 1 mois avant qu'on se rencontre, je crois. Et on n'arrête pas de se dire que la vie nous a fait un beau cadeau et que les planètes étaient bien alignées. Et je chéris vraiment la chance que j'ai d'être tombée sur lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de vraiment très, très chouette. Donc ça y est, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça ? Qu'est-ce qui était important pour toi ? C'était important pour moi de raconter mon histoire parce que j'ai eu un déclic en regardant Nanette, le spectacle d'Anna Gatsby, où elle dit à un moment donné qu'elle aurait aimé entendre une histoire comme la sienne pour ne pas se sentir seule. Et moi, je me suis sentie très seule pendant 10 ans parce que pas comprise de plein de gens. Et puis après, on m'a aussi dit, je pense de manière bienveillante, on m'a dit tu devrais passer à autre chose, maintenant c'est derrière toi. Malheureusement, je peux pas effacer ce qui m'est arrivé, je dois vivre avec. Et je me suis dit, quitte à vivre avec, autant en faire quelque chose de positif et aider les autres en racontant mon histoire et en montrant qu'il faut pas perdre espoir. Plein de fois, dans les 10 ans qui se sont écoulés avec mon ex, plein de fois je me suis résignée, j'ai eu le sentiment de me résigner, de me dire que j'allais passer toute ma vie comme ça. Et mine de rien, il y avait de l'espoir au fond de moi et je pense qu'il faut l'entretenir, cet espoir, et se dire que quand on vit dans une situation similaire à la mienne, il faut se dire qu'on arrivera à partir. Si c'est pas demain, si c'est pas dans 1 mois, 1 an, ce sera un jour. Et faut se laisser le temps parfois, c'est pas aussi facile que les conseils qu'on peut nous donner en disant mais vas-y tire-toi, c'est toujours facile pour les gens de dire ça quand on n'est pas dans la situation, qu'on vit pas forcément ça quand on est issu d'un milieu défavorisé. J'ai grandi dans un environnement familial où mes parents s'aiment, c'est aussi, je parle pour montrer que ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Ce qui est le plus cocasse dans cette histoire, c'est que j'ai lu des auteurs féministes. J'ai lu Virginia Woolf, par exemple, Une chambre à soi, où elle raconte ça sur le poids de la domination masculine. Et ça m'a pas empêché de continuer à être dans cette situation et à ne pas partir. Aujourd'hui, je me suis sentie faible pendant 10 ans. 10 ans, je me disais que voilà, si je vivais ça, c'était effectivement que j'étais faible, que j'arrivais pas à partir. Et Anna Gatsby dit ça dans son spectacle, c'est que la vraie force, c'est de plier, mais de ne pas rompre. Et je suis assez fière de la jeune femme, très jeune femme que j'étais, qui a résisté à ça et qui aujourd'hui s'en sort et est là pour vous le raconter. Merci à Laetitia d'être venue se confier à notre micro et surtout de nous avoir autant émus et impressionnés. Pour celles et ceux qui ressentiraient le besoin d'en discuter, vous pouvez nous écrire à hello@entrenoslèvres.fr. En revanche, si cet épisode devait malheureusement faire écho à votre situation personnelle, nous vous conseillons d'en parler à une personne de confiance ou à un psychologue et de vous rendre sur le site du gouvernement stopviolencefemmes.gouv.fr où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet, entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin de Boer. Allez, à dans 15 jours.